Le vent d'automne soufflait avec une mélancolie particulière sur Villemomte, cette petite ville du sud-ouest de la France, où chaque pierre semblait porter le poids des secrets de famille. Les toits d'ardoise brillaient sous la pluie fine qui n'avait cessé de tomber depuis 3 jours, transformant les rues pavées en miroirs sombres qui reflétaient les façades grises des maisons bourgeoises. Dans l'une d'elles, rue de la Colline, vivait la famille Beaumont, respectée pour sa fortune modeste mais stable, issue du commerce de tissus que dirigeait Étienne Beaumont depuis la mort de son père. Étienne était un homme de 42 ans, au visage carré et aux traits sévères que les années avaient durcis. Ses cheveux noirs commençaient à grisonner aux tempes, lui donnant cet air de patriarche que les bourgeois de province affectionnaient. Il portait toujours des vestes de drap sombre, boutonnées jusqu'au col, et marchait avec la rigidité de ceux qui mesurent chaque geste, conscients du regard permanent de leurs voisins. Sa femme, Hélène, était une femme de 38 ans qui avait été belle autrefois, avant que les années de mariage sans enfant ne creusent des sillons d'amertume autour de sa bouche. Elle avait les cheveux châtains toujours tirés en un chignon strict, et ses robes de couleur terne reflétaient son humeur perpétuelle. Leur maison, construite en pierre calcaire avec des volets vert foncé, s'élevait sur 3 étages. Le rez-de-chaussée abritait le salon et la salle à manger, meublés avec un goût conservateur, des fauteuils en velours bordeaux et des tables en noyer massif. Des tableaux sombres, représentant des paysages mélancoliques, ornèrent les murs, et une horloge comtoise égrenait les heures avec une régularité implacable. L'étage supérieur comprenait 3 chambres et un petit bureau où Étienne tenait ses comptes, la plume grattant le papier tard dans la nuit, les chiffres devenant l'unique langage dans lequel il trouvait du réconfort. Tout avait basculé 6 mois auparavant, un matin de mars, où un messager était venu frapper à leur porte. La nouvelle était tombée comme un coup près. Amélie, la sœur cadette d'Étienne, était morte de la fièvre typhoïde à Toulouse, laissant derrière elle une fillette de 10 ans, Emmeline. Étienne se souvenait encore de sa sœur, cette femme joyeuse qui avait épousé un musicien ambulant contre la volonté de la famille. Ils avaient coupé les ponts, par orgueil et par respect des conventions. Le musicien était mort 2 ans plus tard dans un accident de diligence, et Amélie avait dû élever seule sa fille dans une pauvreté que les Beaumont refusèrent de voir. La culpabilité avait poussé Étienne à accepter de recueillir l'enfant. Hélène avait d'abord résisté, les lèvres pincées, les yeux brillants d'une colère contenue. Ils n'avaient jamais pu avoir d'enfant, et cette stérilité était devenue un gouffre silencieux entre eux, un reproche muet que chacun lançait à l'autre dans l'obscurité de leur chambre conjugale. Accueillir la fille d'une autre lui semblait une insulte, un rappel constant de son propre échec. Mais l'Église, représentée par le père Augustin, avait pesé de tout son poids moral. L'abbé, un homme corpulent au visage rouge et aux doigts boudinés ornés d'une bague dorée, était venu leur rendre visite, invoquant le devoir chrétien et la charité comme des commandements divins auxquels nul bourgeois respecté ne pouvait se soustraire. Emmeline était arrivée par une journée pluvieuse d'avril. Elle descendit de la diligence, tenant une petite valise en carton usé, vêtue d'une robe grise trop grande pour elle, probablement un vêtement de sa mère qu'on avait raccourci à la hâte. Elle avait des cheveux châtain clairs, qui tombaient en boucles désordonnées sur ses épaules, et des yeux noisettes immenses qui semblaient absorber chaque détail du monde autour d'elle avec une intensité troublante. Son visage était pâle, marquée par le deuil récent, et elle ne souriait pas. Quand Étienne s'était présenté, elle avait simplement hoché la tête, sans un mot, ses petites mains agrippées à l'anse de sa valise, comme si c'était la dernière chose qui la reliait à son ancienne vie. La domestique, une femme d'âge mûr nommée Bertille, avait conduit Emmeline à sa chambre, une petite pièce sous les combles, avec un lit de fer, une commode défraîchie et une fenêtre qui donnait sur la cour intérieure. On y avait mis un crucifix au-dessus du lit et un broc d'eau froide sur la table de nuit. Emmeline avait posé sa valise, regardé autour d'elle, puis s'était assise sur le bord du lit sans défaire ses affaires. Bertille était redescendue en secouant la tête, murmurant que la petite était étrange, qu'elle ne pleurait pas, ne parlait pas, qu'elle ressemblait à une poupée de cire. Les premières semaines avaient été tendues.
Hélène observait Emmeline avec une méfiance grandissante, notant chaque geste, chaque silence. L'enfant mangeait peu, répondait par monosyllabes quand on lui adressait la parole, et passait ses journées assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant la rue avec une expression indéchiffrable. Elle ne jouait pas, ne riait pas, ne pleurait pas. Cette absence d'émotion dérangeait profondément Hélène, qui y voyait quelque chose d'anormal, presque de malsain. Elle en parlait à Étienne le soir, à voix basse, dans leur chambre. « Cet enfant n'est pas naturel, disait-elle, les mains jointes sur sa robe de nuit blanche. Elle nous observe comme si elle calculait quelque chose. Tu ne le sens pas ?» Étienne, fatigué, détournait le regard. « C'est une orpheline qui vient de perdre sa mère. Laisse-lui du temps. » Mais le temps n'arrangeait rien. Un mois après l'arrivée d'Emmeline, les problèmes avaient commencé. D'abord des petites choses, un vase précieux qui s'était brisé dans le salon alors que personne n'était là. Des couverts en argent qui disparaissaient puis réapparaissaient dans des endroits étranges, comme sous le lit d'Emmeline ou dans le jardin. Hélène accusait la fillette, mais celle-ci niait doucement, les yeux baissés, et on ne pouvait rien prouver. Puis ce fut Bertille qui tomba malade, une fièvre violente qui la cloua au lit pendant 2 semaines. La domestique, dans son délire, criait qu'elle avait vu Emmeline debout au pied de son lit, au milieu de la nuit, la regardant sans rien dire. Quand elle guérit, elle refusa de rester seule avec l'enfant. Les récoltes du petit verger que possédaient les Beaumont à la sortie de la ville furent mauvaises cette année-là. Les pommiers donnèrent des fruits véreux, les poiriers moururent sans raison apparente. Le jardinier, un vieil homme superstitieux, murmura que la terre était maudite, et Hélène, dans son esprit tourmenté, établit un lien avec l'arrivée d'Emmeline. Les disputes entre les époux s'intensifièrent. Chaque problème, chaque contrariété devenait la faute de cet enfant qu'il n'avait jamais vraiment voulu. « Nous n'aurions jamais dû l'accueillir !» sifflait Hélène, les yeux brillants de larmes de rage. « Elle nous porte malheur. Tout va mal depuis qu'elle est ici. » Étienne, pris entre sa culpabilité envers sa sœur morte et l'épuisement de maintenir une façade de normalité, commençait à fléchir. Il regardait Emmeline pendant les repas silencieux, cette petite créature qui mangeait mécaniquement sa soupe, et il se surprenait à ressentir non pas de l'affection, mais une sourde irritation. Pourquoi était-elle si silencieuse? Pourquoi ne souriait-elle jamais? Pourquoi ses yeux semblaient-ils toujours l'accuser, même quand elle ne disait rien? Le père Augustin venait régulièrement prendre le thé chez les Beaumont. C'était un homme qui aimait les bonnes choses de la vie, les gâteaux au beurre et le vin doux, et qui se plaisait à dispenser des conseils moraux tout en profitant de l'hospitalité des familles aisées. Il observait Emmeline avec un intérêt professionnel, notant son silence, sa pâleur, son absence de sourire. Un après-midi de juin, alors que la chaleur commençait à peser sur Villemont, il avait pris Étienne à part dans le salon. « Votre nièce me préoccupe », avait-il dit, en sirotant son thé à petites gorgées bruyantes. « Elle ne participe pas au catéchisme avec les autres enfants. Elle reste à l'écart, ne prie pas correctement. J'ai l'impression qu'elle n'a pas la foi. »« Elle est jeune », avait répondu Étienne, mal à l'aise. « Elle porte encore son deuil. » Le père Augustin avait hoché la tête lentement, ses bas joues tremblotantes. « Le deuil ne doit pas nous éloigner de Dieu, mon fils. Au contraire, il faut surveiller cet enfant. Parfois, la douleur ouvre des portes que nous ne devrions pas franchir. » Ces paroles avaient planté une graine de doute supplémentaire dans l'esprit d'Étienne. Il se mit à observer Emmeline avec une attention nouvelle, cherchant des signes de cette corruption morale que le prêtre avait suggérée. Mais il ne voyait qu'une petite fille silencieuse, trop silencieuse, qui semblait porter un poids invisible sur ses frêles épaules. L'été arriva, lourd et étouffant. Les mouches bourdonnaient autour des fenêtres closes et l'odeur de la poussière chaude emplissait les pièces. Hélène développa des migraines violentes qu'elle attribuait à la présence d'Emmeline. Elle restait des heures dans sa chambre, les volets fermés, un linge humide sur le front, maudissant le jour où cet enfant avait franchi leur seuil. Étienne, lui, se réfugiait dans son travail, passant de longues heures dans sa boutique de tissus, évitant de rentrer chez lui. Un soir de juillet, alors qu'un orage se préparait, chargeant l'air d'électricité,
la tension explosa. Hélène descendit dans la cuisine où Emmeline aidait Bertille à éplucher des légumes. La femme, le visage congestionné par la colère et la chaleur, s'approcha de la fillette. « Tout est de ta faute, » dit-elle d'une voix tremblante. « Depuis que tu es là, rien ne va plus dans cette maison. Tu nous as apporté le malheur. » Emmeline leva les yeux vers elle, ses grands yeux noisettes qui ne sciaient pas, et répondit doucement « Je ne voulais pas venir ici. Je ne vous ai rien demandé. » Cette simple phrase, prononcée sans méchanceté mais avec une vérité brutale, frappa Hélène comme une gifle. Elle leva la main et gifla l'enfant, une claque violente qui résonna dans la cuisine. Emmeline vacilla, porta la main à sa joue rougie, mais ne pleura pas. Elle regarda simplement Hélène avec une expression qui ressemblait à de la pitié, et cela rendit la femme encore plus furieuse. Étienne arriva à ce moment-là, alerté par le bruit. Il vit la scène. Sa femme haletante, le visage défait, Emmeline debout, la marque rouge sur sa joue, Bertille figée près de l'évier. Quelque chose en lui se brisa à cet instant. Ce n'était pas de la compassion pour l'enfant, mais plutôt la prise de conscience que leur vie était devenue insupportable, et que cette petite créature silencieuse en était, d'une manière ou d'une autre, la cause. Cette nuit-là, dans l'intimité de leur chambre, sous le roulement lointain du tonnerre, Hélène et Étienne prirent une décision terrible. Ils ne pouvaient plus garder Emmeline. Mais la renvoyer, la confier à un orphelinat, susciterait des questions, des jugements. Le père Augustin, toute la ville, les accuserait de manquer à leurs devoirs chrétiens. Leur réputation serait ruinée. Il fallait une autre solution, une solution qui les libérerait sans les exposer au scandale. « La forêt » murmura Hélène dans l'obscurité, sa voix à peine audible. « La forêt de la Lande Noire. On dit que les gens s'y perdent facilement. Un accident pourrait arriver. » Étienne ne répondit pas immédiatement. Il fixait le plafond, écoutant la pluie qui commençait à tambouriner contre les vitres. La forêt de la Lande Noire était un lieu évité par les habitants de Villemont. Dense, sombre, traversée par des marécages et des ravins, elle s'étendait sur plusieurs kilomètres au nord de la ville. Les chasseurs s'y aventuraient rarement et les histoires de voyageurs disparus alimentaient une peur sourde. Si Emmeline se perdait là-bas, avec le chien pour seule compagnie, qui pourrait les blâmer? Ce serait un tragique accident, et il serait libre. Le vieux loup ira avec elle, dit finalement Étienne, sa voix rauque. Il la protégera un moment. Loup était le chien de la famille, un berger des Pyrénées âgé de 14 ans, au pelage gris parsemé de blanc, aux yeux voilés par la cataracte naissante. C'était un animal doux et fidèle qui avait appartenu au père d'Étienne et qui passait ses journées couché près de l'âtre, se levant péniblement pour saluer les visiteurs. Il était trop vieux pour être vraiment utile, mais Étienne n'avait jamais eu le cœur de s'en débarrasser. Maintenant, le chien servirait un dernier but. Le plan fut établi dans le secret de cette nuit orageuse. Ils attendraient quelques jours pour que les soupçons ne s'éveillent pas. Puis, un matin, Étienne emmènerait Emmeline faire une promenade dans la forêt, sous prétexte de lui montrer la nature, de lui enseigner les plantes. Le chien les accompagnerait. Une fois au cœur de la Lande Noire, il la laisserait là, avec Loup, et reviendrait seul. Ensuite, ils attendraient un jour ou deux avant de signaler la disparition, en prétendant qu'Emmeline et le chien étaient sortis seuls et ne revenaient pas. On organiserait des recherches, bien sûr, mais dans cette forêt immense et dangereuse, personne ne serait surpris de ne rien trouver. Le lendemain matin, le ciel s'était éclairci, laissant place à un soleil pâle qui peinait à réchauffer l'air. Hélène et Étienne se levèrent en silence, évitant de se regarder, chacun portant le poids de leur décision commune. Emmeline descendit pour le petit déjeuner comme d'habitude, ses cheveux tressés par Bertille, vêtue de sa robe grise. Elle mangea son pain et but son lait sans un mot, inconsciente du sort que les adultes lui réservaient. Les jours suivants furent une mascarade de normalité. Étienne se forçait à être un peu plus aimable avec Emmeline, lui posant des questions sur ses journées, lui offrant même un bonbon qu'il avait acheté au marché. Hélène restait distante, mais sa rage semblait s'être apaisée, remplacée par une froideur glaciale.
Le père Augustin passa prendre des nouvelles et fut rassuré de voir que la famille semblait avoir retrouvé un certain équilibre. Le jour fatidique fut choisi, un mercredi de la fin juillet. Le temps était beau, le ciel d'un bleu délavé, et une légère brise soufflait de l'ouest. Après le déjeuner, Étienne annonça à Emmeline qu'il allait l'emmener faire une promenade dans la forêt pour lui montrer les fleurs sauvages et les oiseaux. La fillette accepta sans enthousiasme particulier, enfilant une veste légère et des chaussures de marche usées. Hélène prépara un petit panier avec du pain et du fromage. Un geste qui lui permettait de garder une façade de normalité. « Prenez Lou avec vous », dit-elle d'une voix neutre, en attachant une corde usée au collier du vieux chien. « Il a besoin d'exercice. » Ils partirent en milieu d'après-midi. Étienne marchant d'un pas décidé, Emmeline trottinant à ses côtés, et Lou suivant péniblement la langue pendante. Ils traversèrent Villemonte, saluant quelques connaissances sur la place du marché, puis prirent le chemin de terre qui menait vers le nord, vers la lisière de la forêt de la Lande Noire. Les champs de blé mûr ondulaient sous la brise, et les cigales chantaient avec une intensité assourdissante. Emmeline ne posait pas de questions. Elle marchait en silence, observant les papillons qui voletaient autour des fleurs sauvages au bord du chemin. Lou, malgré son âge, semblait apprécier cette sortie, reniflant les odeurs avec un regain d'énergie. Étienne, lui, sentait son cœur battre de plus en plus vite à mesure qu'ils approchèrent de la forêt. Il se répétait que c'était la seule solution, que l'enfant leur avait apporté trop de problèmes, qu'ils ne pouvaient pas continuer ainsi. La forêt se dressa devant eux comme un mur vert sombre. Les arbres étaient serrés, principalement des chênes et des hêtres centenaires dont les branches se rejoignaient au-dessus du chemin, créant un tunnel d'ombre. L'air se rafraîchit immédiatement, et le chant des cigales fut remplacé par le bruissement des feuilles et le cri lointain d'un corbeau. Ils pénétrèrent dans la Lande Noire, suivant un sentier étroit qui serpentait entre les troncs massifs. « D'où me suivez-vous ? Laissez un commentaire. » Après une heure de marche, le sentier devint presque invisible, envahi par les fougères et les ronces. Étienne s'enfonçait délibérément dans les parties les plus denses, là où même les chasseurs ne s'aventuraient pas. Le sol était humide, couvert de mousse et de feuilles mortes qui étouffaient le bruit de leurs pas. Des racines noueuses affleuraient, formant des pièges naturels, et des troncs abattus barraient parfois le passage. L'obscurité s'épaississait malgré l'heure encore précoce, la canopée dense ne laissant filtrer que de rares rayons de soleil qui trouaient l'ombre comme des lames dorées. Emmeline commença à montrer des signes de fatigue. Ses petites jambes peinaient à suivre le rythme imposé par Étienne, et elle trébucha plusieurs fois sur les racines. Le vieux loup halétait bruyamment, sa langue rose pendante touchant presque le sol. Étienne ne ralentissait pas, il marchait avec une détermination mécanique, refusant de regarder en arrière, refusant de croiser le regard de l'enfant. Finalement, ils arrivèrent dans une clairière, un espace circulaire entouré de vieux chênes tordus. Le sol était tapissé d'herbes rases et de trèfles, et un petit ruisseau coulait paresseusement sur le côté, son eau claire glissant sur des pierres lisses. C'était un endroit étrangement paisible, presque irréel dans son calme. Étienne s'arrêta, le souffle court, et se tourna vers Emmeline. « Nous allons nous reposer ici un moment, » dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Emmeline s'assit sur une souche couverte de mousse, ses petites mains posées sagement sur ses genoux. Lou se coucha à ses pieds, le museau posé sur ses pattes, les yeux mi-clos. Étienne sortit le pain et le fromage du panier, les posa devant l'enfant, puis se redressa. « Je dois aller un peu plus loin vérifier quelque chose, » mentit-il. « Reste ici avec Lou, je reviens bientôt. » Emmeline leva les yeux vers lui. Dans la lumière filtrant à travers les feuilles, ses yeux noisettes avaient des reflets dorés. Elle ne dit rien, se contentant de hocher la tête. Étienne détacha la corde du collier de Lou, la laissant tomber dans l'herbe. Il hésita un instant, puis fit demi-tour et commença à s'éloigner. Il marcha vite, presque en courant, le cœur battant à tout rompre, la culpabilité et le soulagement se mêlant dans sa poitrine. Il ne se retourna pas. Il ne voulait pas voir le visage d'Emmeline, ne voulait pas entendre un éventuel appel. Il suivit ses propres traces, retrouvant le sentier par lequel ils étaient venus,
guidé par une peur panique de se perdre lui-même. Les arbres semblaient se resserrer autour de lui, leurs branches griffant son visage, mais il continuait, aveuglé par le besoin de fuir. Quand il émergea enfin de la forêt, le soleil était déjà bas sur l'horizon, teintant le ciel de nuances orangées. Il se retourna une seule fois, regardant la masse sombre de la lande noire, puis se remit en marche vers Villemont, les jambes tremblantes, la bouche sèche. Il répéta mentalement l'histoire qu'ils avaient de préparer. Emmeline et Lou étaient sortis jouer dans le jardin après le déjeuner, et ils n'étaient pas revenus. Oui, c'était cela. Personne ne pourrait prouver le contraire. Quand il arriva chez lui, la nuit était tombée. Hélène l'attendait dans le salon, assise raide dans son fauteuil, les mains crispées sur les accoudoirs. Elle leva les yeux vers lui, et ils échangèrent un long regard. Aucun mot ne fut prononcé. Ils savaient tous deux ce qui venait de se passer, et le poids de cet acte se déposa sur eux comme une chape de plomb. Ce soir-là, ils mangèrent en silence, dans une atmosphère lourde de non-dits. Bertille, qui avait remarqué l'absence d'Emmeline, demanda où était la petite. Hélène répondit d'une voix calme qu'elle jouait dans le jardin et qu'elle viendrait manger plus tard. La domestique n'insista pas, habituée aux étranges humeurs de ses maîtres. Le lendemain matin, après avoir laissé passer ce qu'il jugeait être un délai convenable, Hélène sortit dans le jardin puis revint en courant vers la maison, le visage défait, criant qu'Emmeline et Lou avaient disparu. Étienne fit semblant de chercher partout, dans les chambres, dans la cour, appelant le nom de la fillette. Puis il alerta les voisins, et bientôt, toute la rue de la Colline était en effervescence. Le maire de Villemont, un homme bedonnant nommé Henri Fontaine, organisa immédiatement une recherche. Des groupes d'hommes furent formés, armés de bâtons et de lanternes, pour battre la campagne environnante. Certains se dirigèrent vers la rivière, craignant une noyade. D'autres parcoururent les champs et les vergers. Quelques-uns, les plus courageux ou les plus téméraires, s'aventurèrent dans la lisière de la forêt de la Lande Noire, mais ils ne s'enfoncèrent pas profondément, rebutés par l'obscurité et les histoires qu'on racontait sur ce lieu. Les Beaumont jouèrent leur rôle à la perfection. Hélène pleurait dans les bras des voisines venues la consoler, se lamentant sur le sort terrible de cette pauvre orpheline qu'ils avaient accueillie par charité. Étienne, le visage fermé, organisait les recherches, interrogeait les gens, affichait une inquiétude qui semblait sincère. Le père Augustin vint prier avec eux, invoquant la miséricorde divine pour que l'enfant soit retrouvé saine et sauve. 3 jours passèrent. Les recherches continuèrent, mais avec moins d'ardeur. On commençait à parler d'Emmeline au passé, à préparer une messe commémorative. Hélène suggéra qu'une bête sauvage avait peut-être attaqué l'enfant et le chien. Cette idée, bien que macabre, offrait une explication acceptable, et plusieurs personnes hochèrent la tête avec tristesse. Villemont se résignait à avoir perdu une autre âme innocente, victime des dangers de la nature. Le 4e jour, un jeudi après-midi, alors que le soleil tapait fort sur les toits d'Ardoise, un événement inattendu bouleversa tout. La clairière où Étienne avait abandonné Emmeline était devenue le centre d'un monde réduit à l'essentiel, survivre. Quand le bruit des pas de l'homme s'était éloigné puis avait disparu complètement, absorbé par l'épaisseur de la forêt, Emmeline était restée assise sur la souche moussue, le regard fixé sur le point où son oncle avait disparu entre les arbres. Elle avait attendu, comme il le lui avait dit, les mains posées sur ses genoux, le dos droit, patiente. Lou, couché à ses pieds, levait parfois les yeux vers elle, ses vieilles oreilles tressaillantes au moindre bruit. Le silence de la forêt n'était pas vraiment un silence. C'était une symphonie de sons discrets, le bruissement des feuilles agitées par la brise, le gargouillis du ruisseau, le craquement occasionnel d'une branche morte, le chant lointain d'un oiseau, le bourdonnement des insectes. Mais il n'y avait pas de voix humaine, pas de pas revenant vers elle. Le soleil continuait sa course dans le ciel, et les taches de lumière dorée se déplaçaient lentement sur le sol de la clairière. Emmeline attendit longtemps. Les minutes devinrent des heures. Le pain et le fromage qu'Étienne avait laissés restèrent intacts devant elle. Elle n'avait pas faim, ou plutôt,
La peur naissante dans son ventre avait tué tout appétit. Elle comprenait lentement, avec la lucidité cruelle des enfants qui ont déjà connu l'abandon, que son oncle ne reviendrait pas, qu'il l'avait laissé ici, au cœur de cette forêt dense et inquiétante, avec un vieux chien pour seule compagnie. Quand le soleil commença à décliner, teintant le ciel visible entre les branches d'un rose orangé, la peur devint une présence tangible. Emmeline se leva enfin, ses jambes engourdies par l'immobilité. Elle regarda autour d'elle, tentant de déterminer par où Étienne était parti, mais tous les arbres se ressemblaient, toutes les directions semblaient identiques. La forêt était un labyrinthe sans fil d'Ariane. « Loup !» murmura-t-elle, sa voix cassée par les heures de silence. « Il faut rentrer. » Le vieux chien se leva péniblement, secoua son pelage gris, puis regarda Emmeline comme s'il attendait des instructions. Mais la fillette ne savait pas quoi faire. Elle choisit une direction au hasard, celle qui lui semblait la plus dégagée, et se mit en marche, Loup sur ses talons. Ils quittèrent la clairière, s'enfonçant dans l'obscurité croissante des bois. Marcher dans la forêt de la Lande Noire après le coucher du soleil était une expérience terrifiante pour une enfant de 10 ans. Les arbres devenaient des silhouettes menaçantes, leurs branches tendues comme des bras griffus. Les bruits se multipliaient, chaque craquement ressemblant à un pas, chaque froissement de feuilles à une respiration. Emmeline trébuchait constamment sur les racines et les pierres invisibles dans la pénombre. Ses mains s'écorchèrent sur les écorces rugueuses, ses jambes se couvrirent d'égratignures laissées par les ronces. Loup marchait devant elle, son instinct animal le guidant mieux que la raison de l'enfant. Il évitait les zones marécageuses où le sol devenait spongieux, contournait les ravins cachés par les fougères. Plusieurs fois, son grognement sourd arrêta Emmeline juste avant qu'elle ne tombe dans un trou ou ne se perde dans un fourré impénétrable. Le vieux chien, malgré son âge, retrouvait une vivacité oubliée, une mémoire instinctive de ses ancêtres sauvages. La nuit tomba complètement, et avec elle, une obscurité si dense qu'Emmeline ne voyait plus ses propres mains tendues devant elle. La lune, si elle brillait quelque part au-dessus de la canopée, ne parvenait pas à percer l'épaisseur des feuillages. La fillette s'arrêta, paralysée par la peur, les larmes enfin coulant sur ses joues. Elle s'assit au pied d'un arbre, ramena ses genoux contre sa poitrine et pleura silencieusement. Loup vint se coucher contre elle, sa chaleur et sa présence étant le seul réconfort dans ce monde devenu hostile. Ils passèrent la nuit ainsi, blottis l'un contre l'autre. Le froid nocturne de la forêt saisissait Emmeline, malgré sa veste. Elle grelottait, claquant des dents, serrant Loup comme une bouée. Le chien ne dormait pas vraiment, ses sens en alerte, grognant doucement chaque fois qu'un bruit suspect se faisait entendre. Il y avait des animaux dans cette forêt. Emmeline le savait. Des sangliers, peut-être des loups, certainement des renards et des blaireaux. Le vieux loup, malgré sa faiblesse, se tenait prêt à la défendre. L'aube arriva enfin, une lumière grise et froide qui s'infiltra lentement entre les arbres. Emmeline ouvrit les yeux, le corps courbaturé, la bouche sèche, l'estomac noué par la faim qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle se leva difficilement, ses membres engourdis protestant à chaque mouvement. Le pain et le fromage étaient restés dans la clairière, loin maintenant. Elle n'avait rien à manger, rien à boire à part l'eau du ruisseau qu'elle trouverait peut-être. Loup la guidait toujours, mais même lui semblait désorienté. Ils marchèrent pendant des heures, tournant en cercle sans le savoir, repassant parfois par les mêmes endroits reconnaissables à un arbre tombé ou une formation rocheuse particulière. La forêt était un piège, un organisme vivant qui refusait de les laisser partir. Emmeline appela plusieurs fois, sa petite voix se perdant dans l'immensité verte. Personne ne répondit. Le deuxième jour fut un calvaire. La soif devint intolérable. Emmeline trouva enfin un petit cours d'eau, un filet qui coulait entre les pierres, et elle but avidement, sans se soucier de la propreté de l'eau. Loup but également, lapant l'eau avec des bruits mouillés. La faim la tenaillait, des crampes douloureuses lui tordant l'estomac. Elle mangea quelques baies, qu'elle trouva sur un buisson, sans savoir si elles étaient comestibles. Certaines avaient un goût amer qui lui fit grimacer, d'autres étaient sucrées. Elle en donna à Loup, qui les renifla méfieusement avant d'en gober quelques-unes.
Les jours suivants se fondirent dans une brume de souffrance et de confusion. Emmeline perdait la notion du temps. Elle marchait, s'arrêtait, dormait recroquevillée contre Lou, se réveillait désorientée. Ses vêtements étaient déchirés, sales, couverts de boue et de résine. Ses cheveux emmêlés formaient une masse indomptable, ses joues se creusèrent, ses yeux devinrent trop grands dans son visage amaigri. Elle ressemblait à une petite créature sauvage, à peine humaine. Lou ne se portait pas mieux. Le vieux chien maigrissait à vue d'œil, ses côtes devenant visibles sous son pelage terne. Il boitait, une de ses pattes arrière semblait le faire souffrir. Mais il ne quittait jamais Emmeline, restant près d'elle-même, quand il aurait pu la laisser et trouver seul le chemin de la sortie. Sa loyauté était absolue, instinctive, touchante dans sa simplicité animale. Au 4e jour, Emmeline était au bord de l'effondrement. Elle ne marchait presque plus, se traînant d'arbre en arbre, s'appuyant contre les troncs pour ne pas tomber. Ses lèvres étaient gercées, sa peau brûlée par les coups de soleil, là où les arbres s'éclaircissaient. Elle avait de la fièvre, son front brûlant au toucher. Le monde autour d'elle devenait flou, les arbres se mêlant en une masse verte indistincte. C'est dans cet état qu'un homme la trouva. Thomas Leclerc était un bûcheron qui travaillait à la périphérie de la forêt de la Lande Noire. C'était un homme dans la cinquantaine, au visage tanné par le soleil et le vent, aux mains calleuses et puissantes. Il connaissait la forêt mieux que quiconque, mais même lui évitait de s'aventurer trop profondément. Ce jeudi après-midi, il avait suivi un chemin inhabituel, attiré par des traces de sanglier qu'il espérait piéger. Il entendit d'abord le grognement du chien, un son faible, presque un gémissement. Il s'approcha prudemment, la hache à la main, et découvrit une scène qui le figea. Une petite fille était effondrée au pied d'un chêne, son corps menu recroquevillé, ses vêtements en lambeaux. Un vieux chien au pelage gris était couché près d'elle, levant péniblement la tête pour regarder l'intrus. L'animal gronda, mais c'était un grognement sans force, plus un avertissement symbolique qu'une vraie menace. Thomas s'approcha lentement, parlant doucement pour ne pas effrayer l'animal. Quand il arriva à leur hauteur, il vit l'état de la fillette, et son cœur se serra. Elle respirait à peine, son visage d'une pâleur mortelle sous la saleté. Il toucha son front et sentit la fièvre brûlante. Sans perdre une seconde, il la souleva dans ses bras. Elle était légère comme une plume, presque irréelle. Lou tenta de se lever pour les suivre, mais ses pattes cédèrent sous lui. Thomas hésita, puis, avec un juron, il posa Emmeline doucement, défit sa veste de cuir et enveloppa aussi le chien, le chargeant tant bien que mal avec la fillette. Le trajet de retour fut un cauchemar. Thomas marchait vite malgré le poids, guidé par sa connaissance intime de la forêt. Il émergea enfin à la lisière, le soleil de l'après-midi l'aveuglant momentanément. Il se dirigea directement vers Villemont, ignorant la curiosité des quelques paysans qu'il croisa sur le chemin. Quand il atteignit la place du marché, un attroupement se forma immédiatement. Les gens reconnaissaient le vieux loup, et certains comprirent avec un choc qu'il s'agissait de la petite Emmeline Beaumont, celle qu'on croyait morte depuis 4 jours. « Mon Dieu !» murmura une femme, portant la main à sa bouche. « C'est la nièce des Beaumont. Elle est vivante ?» demanda un homme incrédule. Thomas ne prit pas le temps de répondre. Il continua jusqu'à la rue de la Colline, marchant d'un pas décidé jusqu'à la maison des Beaumont. Il frappa à la porte avec insistance, plusieurs coups violents qui firent vibrer le bois. Ce fut Bertille qui ouvrit, et son cri d'horreur alerta immédiatement toute la maisonnée. Étienne descendit l'escalier en courant, suivi d'Hélène. Quand ils virent ce que Thomas portait dans ses bras, leurs visages se vidèrent de toute couleur. Ce n'était pas du soulagement qui se peignit sur leurs traits, mais une peur pure, viscérale. Emmeline était là, revenue d'entre les morts, avec le chien qu'ils avaient cru ne jamais revoir. « Je l'ai trouvé dans la forêt », dit Thomas, sa voix forte portant dans la rue où les curieux s'amassaient déjà. Au fond de la Lande Noire, elle était presque morte, le chien aussi. Il entra sans demander permission, déposa Emmeline sur le sofa du salon, puis posa Lou par terre. Le vieux chien, épuisé, resta couché sur le tapis, haletant. Bertille courut chercher de l'eau et des linges.
Hélène s'approcha lentement de la fillette, comme si elle craignait qu'elle ne soit qu'une apparition. Étienne restait figé dans l'embrasure de la porte, son visage de pierre. « Comment est-elle arrivée si loin ?» demanda Thomas, se redressant, ses yeux perçants fixés sur Étienne. « La Lande Noire, c'est à plusieurs heures de marche. Comment une petite fille et un vieux chien ont-ils pu s'y retrouver ?» La question flottait dans l'air, accusatrice. Étienne ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Hélène détourna le regard, ses mains tremblantes. Le silence s'étirait, lourd de non-dits, quand Emmeline ouvrit soudain les yeux. Ses yeux noisettes, maintenant cernés de noir, se posèrent d'abord sur Hélène, puis glissèrent vers Étienne. Il n'y avait pas de surprise dans ce regard, pas de soulagement d'être sauvé. Seulement une compréhension froide, adulte, terrible. Elle savait, elle avait toujours su. Les jours qui suivirent le retour d'Emmeline furent étranges et tendus. La fillette fut alitée, soignée par le médecin de Villemont, un certain docteur Arnaud, qui diagnostiqua une déshydratation sévère, une malnutrition et des contusions multiples. Il secoua la tête avec gravité en examinant ses blessures, les éraflures qui couvraient ses bras et ses jambes, les brûlures de soleil sur son visage. « C'est un miracle qu'elle soit encore en vie », dit-il à voix basse à Étienne et Hélène dans le couloir à l'extérieur de la chambre d'Emmeline. 4 jours dans cette forêt, sans nourriture adéquate, sans abri. Peu d'adultes survivraient à cela. Hélène acquiesça mécaniquement, les lèvres pincées. Étienne restait silencieux, les mains croisées dans le dos, regardant le parquet ciré comme s'il contenait les réponses à toutes ces questions. Le docteur partit, promettant de revenir le lendemain, laissant des instructions strictes concernant les soins à apporter à l'enfant. Lou, lui aussi, était en piteux état. Le vieux chien avait été installé dans un coin du salon, sur une couverture épaisse. Bertille lui apportait de l'eau et de la viande bouillie qu'il mangeait lentement, comme s'il lui coûtait un effort immense. Son pelage était terne, ses yeux voilés, mais il levait encore la tête chaque fois qu'Emmeline bougeait à l'étage, comme s'il veillait sur elle-même à distance. La nouvelle du retour miraculeux d'Emmeline s'était répandue dans Villemont comme une traînée de poudre. Les gens parlaient de chance extraordinaire, de providence divine, de la fidélité remarquable du vieux chien qui avait protégé l'enfant. Le père Augustin était venu prier au chevet de la fillette, remerciant Dieu à haute voix pour ce miracle. Il regardait Emmeline avec une intensité nouvelle, comme si elle était devenue une sorte de relique sacrée. Mais sous les congratulations et les remerciements, des questions commençaient à germer. Thomas Leclerc, le bûcheron qui avait trouvé Emmeline, en parlait ouvertement au cabaret, son verre de vin rouge à la main, son visage rude plissé par la réflexion. « Ce n'est pas normal », disait-il à qui voulait l'entendre. « La Lande Noire est loin de la maison des Beaumont. Comment une gamine de 10 ans a-t-elle pu y arriver toute seule? Et pourquoi serait-elle partie avec le chien? Ça n'a aucun sens. » D'autres hochèrent la tête, mal à l'aise. Le maire, Henri Fontaine, tentait de calmer les esprits en évoquant l'innocence des enfants, leur tendance à s'aventurer où ils ne devraient pas. Mais ses arguments sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire. C'est Bertille qui, sans le vouloir, ouvrit la première brèche dans le mensonge des Beaumont. Elle parlait à sa sœur, une blanchisseuse qui travaillait pour plusieurs familles de Villemont, et lui confia ses doutes. « Le jour où ils ont disparu, » murmura Bertille en pliant le linge, « Monsieur Étienne avait emmené la petite quelque part. Il est revenu seul, tard dans l'après-midi. Et Madame Hélène, elle n'a signalé la disparition que le lendemain matin. Pourquoi attendre si longtemps ?» La sœur de Bertille répéta ces paroles, avec les embellissements que les commérages acquièrent en passant de bouche en bouche. Bientôt, toute la ville murmurait. Les regards portés sur les Beaumont changèrent, devenant soupçonneux, froids. Étienne le sentait quand il marchait dans les rues. Les conversations qui s'arrêtaient brusquement à son passage, les yeux qui se détournaient, les salutations qui devenaient formelles et glaciales. Une semaine après le retour d'Emmeline, alors qu'elle était assez rétablie pour quitter son lit, mais restait pâle et silencieuse, un événement précipita tout.
Le père Augustin, poussé par sa curiosité et son sens du devoir pastoral, vint rendre visite au Beaumont. Il monta dans la chambre d'Emmeline, s'assit lourdement sur une chaise près du lit, et se pencha vers la fillette, avec un sourire bienveillant. « Ma petite, dit-il de sa voix onctueuse, peux-tu me raconter ce qui s'est passé? Comment t'es-tu retrouvée dans cette forêt ?» Emmeline le regarda longuement. Ses yeux noisettes, dans son visage amaigri, semblaient immenses, insondables. Elle ne parlait presque pas depuis son retour, répondant aux questions par des hochements de tête ou des monosyllabes. Mais face au prêtre, quelque chose sembla se briser en elle. Les larmes qu'elle avait retenues depuis des jours se mirent à couler silencieusement sur ses joues creuses. « Oncle Étienne m'y a emmené, » dit-elle d'une voix à peine audible, cassée par l'émotion. « Il m'a dit que nous allions nous promener. Il m'a laissé là-bas, au milieu de la forêt. Il est parti et il n'est pas revenu. » Le père Augustin se figea. Sa bouche s'ouvrit, se referma. Il regarda la fillette, cherchant dans son regard un signe de mensonge, de confusion peut-être. Mais il ne vit que la vérité nue, brutale, d'un enfant qui avait été abandonné volontairement. « Tu en es certaine ?» demanda-t-il, sa voix soudain dénuée de sa douceur habituelle. Emmeline hocha la tête. Il a détaché la corde de loup. Il a dit qu'il revenait bientôt, mais il n'est pas revenu. J'ai attendu longtemps, puis j'ai essayé de rentrer, mais je me suis perdu. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Le père Augustin descendit les escaliers comme un homme en transe. Dans le salon, Étienne et Hélène levèrent les yeux vers lui, et ils surent immédiatement que tout était fini. Le prêtre les regarda avec une expression de dégoût mêlée d'incrédulité. « L'enfant parle, » dit-il simplement. « Elle dit que vous l'avez abandonnée. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Hélène porta une main à sa gorge, ses doigts se crispant sur le col de sa robe. Étienne, lui, ne bougea pas, son visage devenant de pierre. « C'est impossible !» commença Hélène, sa voix tremblante. « Elle est confuse, la fièvre, le traumatisme. »« Ne mentez pas devant Dieu !» tonna le père Augustin, sa voix remplissant soudain la pièce de toute sa puissance. « Cet enfant ne ment pas. Je le vois dans ses yeux. Vous l'avez abandonnée, laissée pour morte dans cette forêt maudite. C'est un crime abominable, un péché mortel. » Étienne ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose craquer en lui. Non pas du remords, pas vraiment, plutôt une lassitude immense, le poids écrasant de ce qu'il avait fait et qui ne pouvait plus être nié. « Elle nous rendait fous », murmura-t-il, sa voix rauque, presque inaudible. « Tout allait mal depuis qu'elle était là. Nous ne pouvions plus supporter. »« Taisez-vous » cria Hélène, se levant brusquement. « Ne dites rien, vous n'avez pas le droit. » Mais c'était trop tard. Le père Augustin les regardait avec une horreur grandissante. Il fit un signe de croix rapide, comme pour se protéger de la malédiction que ses paroles venaient de libérer dans la pièce, puis tourna les talons et sortit précipitamment de la maison. La nouvelle explosa dans Villemonte avec la force d'un orage. Le père Augustin, malgré son amour du secret confessionnel, ne put garder pour lui ce qu'il avait découvert. Il en parla au maire, puis à quelques notables, et bientôt toute la ville sut. Les Beaumont avaient tenté de tuer leur nièce adoptive, cette pauvre orpheline qu'ils avaient recueillie par devoir chrétien. Ils l'avaient abandonnée dans la forêt la plus dangereuse de la région, espérant qu'elle y mourrait, et ils avaient menti à tout le monde. La réaction fut immédiate et violente. Le soir même, une foule se rassembla devant la maison de la rue de la Colline. Ce n'était pas une foule ordonnée, mais un groupe en colère, composé d'hommes et de femmes qui criaient leur indignation. Des pierres furent lancées contre les fenêtres, brisant les vitres. Des insultes fusaient, des accusations de meurtre, de cruauté, d'hérésie. « Assassin !» hurlait une femme, son bonnet de travers, le poing levé. « Vous avez essayé de tuer une enfant. Que justice soit faite !» criait un homme, brandissant un bâton. À l'intérieur, Étienne et Hélène étaient terrifiés. Ils avaient barricadé les portes, fermé les volets intacts et se tenaient recroquevillés dans le salon, entendant la fureur gronder au dehors.
Bertils avait fui dès les premiers signes de trouble, emportant ses affaires et claquant la porte derrière elle. Elle ne voulait pas être associée à ces monstres. Emmeline, elle, restait dans sa chambre, assise sur son lit, Lou couché à ses pieds. Elle écoutait les cris, les bris de verre, et son visage restait étrangement calme. Elle savait que la vérité éclaterait tôt ou tard. Elle l'avait toujours su. Le maire, aidé par quelques hommes courageux, parvint finalement à disperser la foule, promettant que la justice suivrait son cours. Une enquête officielle fut ouverte. Le lieutenant de gendarmerie de la région, un homme strict nommé Captain Marchand, vint interroger les Beaumont le lendemain matin. C'était un homme grand et sec, aux cheveux gris coupés courts, au regard perçant qui ne laissait rien passer. L'interrogatoire eut lieu dans le salon dévasté. Les Beaumont, assis côte à côte sur le sofa, ressemblaient à deux prisonniers attendant leur sentence. Hélène pleurait, le visage caché dans ses mains. Étienne, lui, restait droit, le regard perdu dans le vide. « Racontez-moi exactement ce qui s'est passé », ordonna le capitaine Marchand, sa voix froide et professionnelle. Étienne hésita, puis commença à parler. Il raconta tout. La décision prise dans la nuit orageuse, le plan pour emmener Emmeline dans la forêt, l'abandon, le mensonge qui avait suivi. Il parlait d'une voix monocorde, comme s'il récitait l'histoire de quelqu'un d'autre. Hélène sanglotait à côté de lui, mais elle ne le contredit pas. La vérité était là, nue et horrible. Quand il eut fini, le capitaine Marchand resta silencieux un long moment. Puis il se leva, rajusta son uniforme et prononça les mots qui scellèrent leur sort. « Étienne Beaumont, Hélène Beaumont, je vous arrête pour tentative de meurtre sur la personne d'Emmeline, votre nièce. Vous serez traduit en justice et répondrez de vos actes devant la loi. » Mais c'est là que survint la révélation qui allait tout changer. Alors que les gendarmes s'apprêtaient à emmener les Beaumont, un homme entra dans la maison. C'était un notaire de Toulouse, un certain maître Rousseau, un homme corpulent dans la soixantaine, vêtu d'un costume noir impeccable, portant une sacoche en cuir. Il avait voyagé depuis Toulouse en apprenant les événements qui secouaient Villemont. « Attendez » dit-il d'une voix forte, levant la main. « Avant que vous ne les emmeniez, il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose qui concerne directement cette affaire. » Le capitaine Marchand se tourna vers lui, les sourcils froncés. « Qui êtes-vous » ? ?»« Maître Rousseau, notaire. J'étais le notaire de feu Amélie, la mère d'Emmeline. » Il ouvrit sa sacoche et en sortit un document jauni, couvert d'une écriture serrée. Il le déplia avec soin, ajusta ses lunettes et commença à lire à haute voix. « Ceci est le testament d'Amélie, mère d'Emmeline, rédigé 3 mois avant sa mort. Elle savait qu'elle était malade et ne survivrait probablement pas. Dans ce testament, elle lègue à sa fille unique, Emmeline, l'intégralité de ses biens. » Étienne et Hélène levèrent les yeux confus. Amélie n'avait rien, elle vivait dans la pauvreté. Quel bien pouvait-elle léguer? Le notaire continua, un sourire amer sur les lèvres. « Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'Amélie était l'héritière de votre grand-tante maternelle, Marguerite Valois, une femme riche qui vivait à Bordeaux. Cette dame est décédée il y a 2 ans et a légué toute sa fortune à Amélie, la seule de ses nièces qu'elle appréciait vraiment. Amélie n'a jamais touché à cet argent, par fierté peut-être, ou par ignorance de sa valeur exacte. Mais à sa mort, cet héritage revient automatiquement à Emmeline. » Le silence dans la pièce était total. Le notaire sortit un autre document, un relevé bancaire. La somme s'élève à 120 000 francs, plus des propriétés à Bordeaux et des investissements divers. Emmeline est une héritière riche, messieurs, extrêmement riche. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton merci en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Le choc fut total. Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Hélène porta les mains à sa bouche, étouffant un cri. Le capitaine Marchand regarda le notaire, puis les Beaumont, et son expression changea. Ce qui était déjà un crime ignoble devenait soudain encore plus sordide. « Quand avez-vous appris l'existence de cet héritage ?» demanda le capitaine à Étienne, sa voix coupante comme une lame. « Je ne savais pas, » balbutia Étienne. « Je vous jure, je ne savais pas. » Le notaire intervint.
J'ai envoyé une lettre au Beaumont il y a 3 semaines, les informant de l'héritage d'Emeline et de mon intention de venir à Villemont pour régler les formalités. Vous n'avez pas reçu cette lettre? Le visage d'Étienne se vida de toutes couleurs. Il se souvint soudain. 3 semaines auparavant, il avait reçu une lettre d'un notaire de Toulouse. Il ne l'avait pas ouverte immédiatement, occupé par ses affaires. Puis, dans les jours de tension avec Emeline, il l'avait complètement oubliée. Elle était encore dans le tiroir de son bureau, non décachetée. Je ne l'ai pas lu, admit-il, sa voix un murmure. Mais personne ne le crut. Le capitaine Marchand échangea un regard avec ses hommes. Dans l'esprit de tous, la conclusion était évidente. Les Beaumont avaient appris que leur nièce allait hériter d'une fortune colossale, et ils avaient décidé de s'en débarrasser pour mettre la main sur l'argent. C'était un mobile parfait pour un meurtre. « Vous avez voulu la tuer pour son héritage » dit le capitaine, sa voix tremblante de colère contenue. « Vous avez tenté d'assassiner une enfant pour de l'argent. »« Non !» cria Étienne, se levant brusquement. « Non, ce n'est pas ça. Nous ne savions pas. Je vous le jure sur tout ce qui m'est cher, nous ne savions pas. » Mais ses protestations sonnaient creux, désespérées. Hélène sanglotait de manière hystérique, incapable de parler. La vérité, aussi tordue et absurde qu'elle soit, ne pouvait plus être entendue. Aux yeux de tous, les Beaumont étaient non seulement des monstres qui avaient abandonné un enfant, mais aussi des criminels cupides qui avaient tenté un meurtre prémédité pour s'enrichir. Le notaire rangea ses documents, son visage exprimant un profond dégoût. L'argent étant fiducie pour Emeline jusqu'à sa majorité. Elle a maintenant besoin d'un tuteur légal. Il est évident que ce ne sera pas vous. Le capitaine Marchand fit un signe à ses hommes qui s'avancèrent pour emmener les Beaumont. Étienne se laissa faire, les épaules affaissées, vaincu. Hélène dut être pratiquement portée, ses jambes refusant de la soutenir. Alors qu'ils franchissaient la porte, emmenés vers la prison de la ville en attendant leur procès, une foule s'était à nouveau rassemblée. Mais cette fois, elle était silencieuse, regardant passer les prisonniers avec un mélange de haine et de satisfaction morbide. Dans sa chambre, Emeline entendit le départ des Beaumont. Elle descendit lentement les escaliers, Lou boitillant à ses côtés. Le notaire la vit et s'approcha, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Tu es une petite fille très courageuse, » dit-il doucement. « Et tu es aussi maintenant une jeune demoiselle très riche. Nous allons prendre soin de toi, t'assurer que tu es tout ce dont tu as besoin. » Emeline le regarda de ses grands yeux noisettes, et pour la première fois depuis des semaines, un fantôme de sourire passa sur ses lèvres pâles. Ce n'était pas un sourire de joie, mais plutôt de soulagement. Elle était libre. Enfin. Le procès des Beaumont eut lieu 2 mois plus tard, dans le tribunal de la ville voisine, une salle austère aux murs de pierre grise où résonnaient les voix des avocats et les coups de marteau du juge. L'affaire avait fait grand bruit dans toute la région. Les journaux locaux en avaient fait leur gros titre. Un couple bourgeois tente d'assassiner sa nièce pour son héritage. Ou la petite héritière abandonnée dans la forêt de la mort. Les détails sordides étaient étalés dans les colonnes, alimentant l'indignation publique. Le jour du procès, la salle était bondée. Des gens venus de Villemont et des villes environnantes se pressaient sur les bancs, avides de voir les coupables face à la justice. L'atmosphère était lourde, chargée d'une hostilité palpable. Étienne et Hélène furent amenés dans le box des accusés, encadrés par des gardes. Ils avaient vieilli de plusieurs années en quelques semaines. Étienne avait les cheveux presque entièrement gris maintenant, le visage creusé, les yeux éteints. Hélène était encore plus diminuée, le dos voûté, le teint cireux, les mains tremblantes, qui ne cessaient de triturer un mouchoir humide. Le procureur, un homme impitoyable nommé Maître Fontaine, aucun lien avec le maire, présenta un réquisitoire accablant. Il décrivit en détail l'abandon d'Emeline, l'hypocrisie des Beaumont qui avaient joué la comédie des parents inquiets, et surtout, le mobile financier qui, selon lui, était la vraie raison de leur crime. Il brandit la lettre du notaire, celle qu'Étienne prétendait n'avoir jamais ouverte, et suggéra fortement que c'était un mensonge. Ils ont appris que cet enfant allait hériter d'une fortune,
tonna-t-il, pointant un doigt accusateur vers les accusés. Et dans leur cupidité, leur noirceur d'âme, ils ont décidé de s'en débarrasser de la manière la plus lâche qui soit. Ils l'ont conduite dans la forêt la plus dangereuse de la région, sachant pertinemment qu'elle ne survivrait pas. Puis, ils ont menti, pleuré des larmes de crocodile, tout en espérant mettre la main sur son argent. Les spectateurs murmuraient, hochant la tête, convaincus. L'avocat de la défense, un jeune homme nommé Maître Girard, tenta bien de défendre ses clients, arguant qu'ils n'avaient effectivement pas lu la lettre, que leur crime, aussi horrible soit-il, n'était pas motivé par l'argent mais par une sorte de folie momentanée, un épuisement nerveux causé par des circonstances difficiles. Mais ces arguments tombaient à plat. Comment croire que quelqu'un n'ouvrirait pas une lettre officielle d'un notaire? C'était trop commode, trop suspect. Le moment le plus dramatique du procès fut quand Emmeline fut appelée à témoigner. Un silence profond tomba sur la salle quand la petite fille entra tenant la main du notaire Rousseau qui avait été nommé son tuteur temporaire. Elle portait une robe simple mais propre, ses cheveux châtains étaient brossés et attachés en natte, et son visage, bien que toujours pâle, avait retrouvé un peu de couleur. Elle monta à la barre avec une gravité qui semblait bien au-delà de ses 10 ans. Le juge, un homme âgé au visage sévère mais pas dénué de compassion, se pencha vers elle avec douceur. « Emmeline, tu n'as pas à avoir peur. Dis-nous simplement la vérité sur ce qui s'est passé. » Emmeline regarda la salle, puis ses yeux se posèrent sur Étienne et Hélène. Ils la fixaient, leur visage décomposé, suppliant silencieusement. Elle détourna le regard et commença à parler, sa voix claire et calme. Elle raconta tout. Comment son oncle l'avait emmenée dans la forêt, prétendant lui faire découvrir la nature. Comment il l'avait laissée dans la clairière avec le vieux loup. Comment elle avait attendu, puis compris qu'il ne reviendrait pas. Comment elle avait erré pendant des jours, affamée, assoiffée, terrifiée, jusqu'à ce que le bûcheron la trouve. « Est-ce que ton oncle a dit pourquoi il faisait cela ?» demanda le procureur. Emmeline secoua la tête. « Non, mais je savais qu'il ne voulait pas de moi. Tante Hélène me l'avait dit, elle disait que j'apportais le malheur. » Ces mots, prononcés avec une simplicité enfantine, eurent un effet dévastateur. Hélène fondit en larmes, ses sanglots résonnant dans la salle. Étienne baissa la tête, incapable de soutenir le regard de sa nièce. Le verdict fut prononcé 3 jours plus tard. Coupables de tentative de meurtre, les Beaumont furent condamnés à 20 ans de travaux forcés. C'était une sentence lourde, mais le juge expliqua qu'elle reflétait la gravité de leur crime, l'abus de confiance envers une enfant orpheline qui dépendait d'eux et la préméditation évidente de leur acte. Le mobile financier, bien que non prouvé de manière absolue, avait pesé lourdement dans la décision. Quand le marteau du juge s'abattit, scellant leur sort, Hélène s'effondra. Elle dut être emmenée hors de la salle sur une civière. Étienne, lui, resta debout, le visage de marbre, acceptant son châtiment avec une résignation qui ressemblait presque à du soulagement. Peut-être qu'au fond de lui, il savait qu'il méritait ce qui lui arrivait. Les jours suivants virent le démantèlement de la vie des Beaumont. Leur maison fut saisie pour payer les frais de justice et les dettes qu'ils avaient accumulées. Leurs biens furent vendus aux enchères. Le commerce de tissus passa entre d'autres mains. Villemont se débarrassa rapidement de leur mémoire, comme on se débarrasse d'une tâche honteuse. Emmeline, quant à elle, fut officiellement placée sous la tutelle de Maître Rousseau, qui se révéla être un homme bon et attentionné. Il l'emmena à Toulouse, où elle fut inscrite dans une bonne école pour jeunes filles. Elle vivait désormais dans une belle maison bourgeoise, avec des domestiques bienveillants, des vêtements neufs et tous les soins qu'une enfant de son âge pouvait désirer. L'héritage de sa mère lui assurait un avenir confortable, sans soucis matériels. Mais l'argent ne pouvait effacer ce qu'elle avait vécu. Les nuits étaient difficiles. Emmeline faisait des cauchemars où elle se retrouvait seule dans la forêt, les arbres se refermant sur elle comme les barreaux d'une prison. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant, et mettait longtemps à se rendormir. Maître Rousseau, inquiet, consulta des médecins, mais il ne pouvait offrir que des platitudes sur le temps qui guérit toutes les blessures.
Le vieux loup était venu avec elle à Toulouse. Le chien, malgré son âge avancé et les séquelles de leur épreuve, refusait de la quitter. Il dormait au pied de son lit, veillant sur elle comme il l'avait fait dans la forêt. Emmeline trouvait du réconfort dans sa présence silencieuse. Parfois, la nuit, elle passait sa main dans son pelage gris et murmurait « Merci, loup, tu m'as sauvé ». Les semaines devinrent des mois. Emmeline s'adaptait lentement à sa nouvelle vie. Elle se fit quelques amis à l'école, apprit le piano et la broderie, des activités qu'on attendait d'une jeune fille de bonne famille. Mais elle restait d'une nature réservée, silencieuse, portant en elle une gravité que ses camarades ne comprenaient pas. Les professeurs la trouvaient étrange, trop sérieuse pour son âge, mais elle ne disait rien, consciente du drame qu'elle avait vécu. Un événement vint cependant troubler cette nouvelle normalité fragile. 5 mois après le procès, alors que l'automne commençait à dorer les feuilles des platanes de Toulouse, Maître Rousseau reçut une lettre. Elle venait du bagne où Hélène Beaumont avait été envoyée. La femme, malade et affaiblie par les conditions terribles de sa captivité, demandait à voir Emmeline. Elle suppliait dans une écriture tremblante qu'on lui accorde cette dernière faveur avant qu'elle ne meure. Maître Rousseau montra la lettre à Emmeline, lui laissant le choix. « Tu n'es pas obligé d'y aller, dit-il gentiment. Personne ne t'en voudra si tu refuses. » Emmeline lut la lettre lentement, ses yeux parcourant les mots désespérés de Hélène. Une partie d'elle voulait déchirer ce papier, oublier que cette femme existait. Mais une autre partie, plus profonde, ressentait quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. Que pouvait bien vouloir lui dire Hélène? Des excuses, des justifications? Après un long silence, elle hocha la tête. « J'irai, » dit-elle simplement. Le voyage jusqu'au bagne fut long et épuisant. C'était un endroit sinistre, une forteresse de pierres grises située en bord de mer où les prisonniers travaillaient dans des conditions inhumaines. Maître Rousseau et Emmeline furent escortés par un gardien jusqu'à une petite pièce austère, meublée simplement d'une table et de 2 chaises. Ils attendirent, le bruit des vagues s'écrasant contre les rochers résonnant au loin. Quand Hélène entra, Emmeline eut un choc. Ce n'était plus la femme qu'elle avait connue. Hélène était décharnée, ses cheveux presque entièrement blancs, son visage creusé par la maladie et la souffrance. Ses vêtements de prisonnière pendaient sur son corps squelettique. Elle avançait lentement, soutenue par un garde, et quand ses yeux se posèrent sur Emmeline, elle se mit à pleurer silencieusement. On la fit asseoir, et le garde se retira à une distance respectueuse. Maître Rousseau resta près d'Emmeline, une main protectrice sur son épaule. Hélène tendit ses mains tremblantes vers la fillette, mais n'osa pas la toucher. « Emmeline, » murmura-t-elle, sa voix brisée. « Ma petite, je suis tellement désolée, tellement désolée. » Emmeline ne dit rien, se contentant de regarder cette femme qui l'avait abandonnée, qui avait voulu la voir morte. « Je ne cherche pas ton pardon, » continua Hélène, les larmes coulant sur ses joues creuses. « Je sais que je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches, que tu comprennes. Nous étions perdus, Étienne et moi. Notre mariage était un échec, nous ne pouvions pas avoir d'enfants. Et ta présence nous rappelait constamment notre propre misère. Ce n'était pas ta faute, rien de tout cela n'était ta faute. C'était nous. Nous étions brisés et nous avons fait quelque chose d'impardonnable. » Elle toussa, une toux rauque et douloureuse qui secoua tout son corps. Quand elle reprit la parole, sa voix était à peine audible. « Je vais mourir ici, Emmeline, bientôt, et je voulais te dire que malgré tout, malgré ce que nous avons fait, j'espère que tu trouveras le bonheur, que tu auras une vie meilleure que la mienne. C'est tout ce que je peux te souhaiter maintenant. » Emmeline resta silencieuse un long moment, puis d'une voix calme, elle dit « Vous m'avez laissée pour morte. Vous avez menti à tout le monde. Pourquoi devrais-je vous croire maintenant ?» Hélène baissa les yeux. « Tu n'as pas à me croire. Tu n'as rien à me donner. Je voulais juste te dire la vérité, même si elle ne change rien. » La visite se termina peu après. Hélène fut emmenée, ses épaules voûtées, sa silhouette fragile disparaissant dans les couloirs sombres du bagne. Emmeline la regarda partir sans un mot, sans une larme.
Elle se sentait étrangement vide, comme si cette rencontre avait vidangé quelque chose en elle, une émotion qu'elle ne pouvait pas nommer. Sur le chemin du retour, maître Rousseau lui demanda comment elle se sentait. « Je ne sais pas, » répondit Emmeline honnêtement. « Je pensais que je serais en colère ou triste, mais je ne ressens rien. »« C'est normal, » dit le notaire doucement. « Parfois, la douleur est trop grande pour qu'on puisse la ressentir tout de suite. Elle viendra plus tard, peut-être, ou peut-être pas. Chacun guérit à sa manière. » Hélène Beaumont mourut 3 semaines plus tard, emportée par une pneumonie. Étienne, lui, survécut plusieurs années dans le bagne, un homme brisé qui accomplissait ses tâches mécaniquement, sans jamais parler, sans jamais se plaindre. Il mourut finalement d'épuisement, son corps cédant sous le poids du travail forcé et de la culpabilité. Emmeline apprit leur mort sans grande émotion. C'étaient des chapitres de sa vie qui se refermaient, des ombres qui s'estompaient enfin. Elle continua à grandir, à étudier, à construire lentement une nouvelle existence. Le vieux loup resta à ses côtés encore 2 ans, puis s'éteignit paisiblement dans son sommeil, usé par l'âge. Emmeline le pleura, des vraies larmes cette fois, car ce chien avait été son seul véritable ami dans les moments les plus sombres. Les années passèrent, transformant la petite fille traumatisée en une jeune femme posée et réfléchie. À 18 ans, Emmeline avait achevé ses études avec d'excellents résultats. Elle était devenue une jeune femme élégante, aux manières raffinées, parlant plusieurs langues et possédant une éducation que peu de ses contemporaines pouvaient égaler. Mais sous cette façade de perfection bourgeoise, elle portait toujours les cicatrices invisibles de son passé. Maître Rousseau, devenu non seulement son tuteur, mais aussi une figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue, la regarda avec fierté lors de sa remise de diplôme. Elle avait décidé de faire quelque chose d'inhabituel pour une jeune femme de son époque. Elle voulait créer une fondation pour aider les orphelins, particulièrement ceux qui avaient été maltraités ou abandonnés. « Je veux que d'autres enfants n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu », expliqua-t-elle à maître Rousseau, assise dans le salon de sa maison de Toulouse, un après-midi ensoleillé. « Je veux créer un lieu sûr où les orphelins peuvent être éduqués, soignés, aimés, un endroit où ils ne seront jamais un fardeau. » Le notaire hocha la tête, ému. « C'est une noble ambition, ma chère, et tu as les moyens de la réaliser. L'héritage de ta mère a bien fructifié sous ma gestion. Tu es une femme riche, Emmeline. Tu peux faire une vraie différence. » C'est ainsi que naquit la Fondation Emmeline, dédiée à l'accueil et à l'éducation des orphelins. Elle acheta un grand domaine près de Bordeaux, une propriété avec plusieurs bâtiments, un parc, des jardins. Elle engagea des professeurs, des médecins, des éducateurs qui partageaient sa vision d'une enfance digne et heureuse pour tous. La Fondation accueillit ses premiers pensionnaires 1 an plus tard, une dizaine d'enfants de différents âges, tous marqués par des tragédies familiales. Emmeline s'impliqua personnellement dans la gestion de la Fondation. Elle connaissait chaque enfant par son nom, écoutait leurs histoires, veillait à ce qu'ils reçoivent non seulement une bonne éducation, mais aussi de l'affection et du respect. Elle instaurait des règles claires mais justes, et surtout, elle s'assurait que jamais un enfant ne se sente comme un poids ou une obligation. Un jour d'été, alors qu'elle marchait dans le parc de la Fondation, elle vit un petit garçon d'environ 8 ans, assis seul sous un arbre, les genoux repliés contre sa poitrine. Il s'appelait Julien, et il était arrivé 1 semaine auparavant, après avoir été abandonné par son père veuf, qui ne pouvait plus s'occuper de lui. L'enfant était renfermé, ne parlait presque pas, et refusait de jouer avec les autres. Emmeline s'approcha doucement et s'assit à côté de lui dans l'herbe, sans rien dire. Ils restèrent ainsi un long moment en silence, regardant les autres enfants jouer au loin. Finalement, Julien se tourna vers elle. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-il, sa petite voix hésitante. « Faire quoi ?» répondit Emmeline doucement. « Tout ça. Cette maison, ces professeurs, s'occuper de nous. Nous ne sommes rien pour vous. » Emmeline sourit tristement. « Vous êtes tout pour moi, Julien. Quand j'avais ton âge, j'ai vécu quelque chose de terrible. On m'a abandonné, laissé seul dans une forêt pour que je meure. J'ai survécu, mais cette expérience m'a marqué à jamais.
Je me suis juré que si j'en avais un jour les moyens, je ferais en sorte qu'aucun enfant ne se sente aussi seul et rejeté que je l'ai été. Le petit garçon la regarda avec de grands yeux. « C'est vrai? Quelqu'un a vraiment fait ça ?» Elle hocha la tête. « Oui, mais je suis toujours là. Et toi aussi, tu vas survivre, Julien. Tu vas grandir, devenir fort, et un jour, tu raconteras ton histoire à d'autres qui en auront besoin. C'est comme ça qu'on guérit, tu vois, en transformant sa douleur en quelque chose de bon pour les autres. » Ces paroles simples touchèrent profondément l'enfant. Dans les semaines qui suivirent, Julien commença lentement à s'ouvrir, à participer aux activités, à sourire même parfois. Et il n'était pas le seul. Chaque enfant qui passait par la Fondation Emmeline emportait avec lui non seulement une éducation et des compétences, mais aussi un message. Ils avaient de la valeur, ils méritaient d'être aimés, et leur passé ne définissait pas leur avenir. La réputation de la Fondation grandit rapidement. Des bienfaiteurs firent des dons, impressionnés par le travail accompli. D'autres orphelinats adoptèrent ces méthodes. Emmeline devint une figure respectée dans les cercles philanthropiques, invitée à donner des conférences, à conseiller des réformes dans le traitement des orphelins à travers le pays. Mais ce qui lui apportait le plus de satisfaction, ce n'était pas la reconnaissance publique, c'étaient les lettres qu'elle recevait d'anciens pensionnaires devenus adultes qui lui écrivaient pour la remercier. Un lui racontait qu'il était devenu professeur et voulait ouvrir sa propre école. Une autre lui annonçait son mariage et l'invitait à la cérémonie, la considérant comme la mère qu'elle n'avait jamais eue. Ces lettres, Emmeline les conservait précieusement dans un tiroir de son bureau, et elle les relisait parfois, quand le poids de son passé se faisait trop lourd. Un jour, 20 ans après les événements de Villemont, Emmeline décida de retourner dans cette petite ville. Elle n'y était jamais revenue, préférant oublier ce chapitre douloureux. Mais quelque chose en elle sentait qu'il était temps de fermer définitivement cette boucle. Elle fit le voyage en diligence, accompagnée de son secrétaire, un jeune homme discret, nommé Laurent. Quand elle arriva à Villemont, elle fut frappée par le peu de changements. Les mêmes rues pavées, les mêmes maisons de pierre, la même église qui dominait la place. Mais les gens avaient changé. Ceux qui l'avaient connue enfant étaient maintenant des adultes vieillis, et beaucoup ne la reconnurent pas dans cette femme élégante, descendant de la diligence. Elle se rendit d'abord à l'ancienne maison des Beaumont, rue de la Colline. La maison avait été vendue et rénovée, habitée maintenant par une jeune famille. Emmeline resta devant la façade un long moment, se souvenant de la petite fille qu'elle avait été, assise à la fenêtre du grenier, regardant un monde qui ne voulait pas d'elle. Elle sentit une vague de tristesse, mais aussi de fierté. Elle avait survécu, elle avait transformé sa douleur en force. Ensuite, elle se dirigea vers la lisière de la forêt de la Lande Noire. Le chemin qu'Étienne avait emprunté ce jour fatidique était toujours là, envahi par les herbes folles mais reconnaissables. Elle s'avança doucement, suivie par Laurent qui gardait une distance respectueuse. Elle marcha pendant 1 heure, se laissant guider par une mémoire enfouie jusqu'à ce qu'elle trouve la clairière. C'était le même endroit, elle en était sûre. Les vieux chênes étaient toujours là, leurs branches tordues formant une voûte au-dessus de l'espace circulaire. Le petit ruisseau coulait toujours, son eau claire glissant sur les pierres lisses. Emmeline s'arrêta au centre de la clairière et ferma les yeux. Elle se souvint de la petite fille qu'elle avait été, assise sur la souche, attendant qu'on revienne la chercher. Elle se souvint de la peur, du froid, de la faim. Mais elle se souvint aussi de Lou, couché à ses pieds, sa présence silencieuse et fidèle. Elle se souvint de sa propre volonté de survivre, cette force intérieure qu'elle n'avait pas su qu'elle possédait, jusqu'à ce que tout lui soit enlevé. « Merci », murmura-t-elle à la forêt, aux arbres, à la mémoire du vieux chien. « Merci de m'avoir rendue plus forte. » Quand elle rouvrit les yeux, Laurent était à côté d'elle, inquiet. « Ça va, mademoiselle Emmeline ?» Elle sourit, un vrai sourire, lumineux et apaisé. « Oui, Laurent, ça va. Pour la première fois depuis longtemps, je vais vraiment bien. » Ils repartirent vers Villemont, laissant derrière eux la forêt et ses fantômes. Emmeline se rendit ensuite au cimetière local, où une petite pierre tombale portait les noms d'Étienne et Hélène Beaumont, morts au bagne.
Elle s'arrêta devant, les mains jointes, et pria silencieusement. Non pas pour leur pardonner complètement, car certaines blessures ne peuvent jamais vraiment guérir, mais pour trouver la paix. « Je ne vous oublierai jamais, » dit-elle à voix basse. « Ce que vous m'avez fait m'a marqué à jamais, mais je refuse de laisser votre cruauté définir ma vie. Je choisis de vivre autrement. Je choisis d'aider ceux qui en ont besoin. C'est ma réponse à votre haine. » Elle déposa une petite fleur sauvage sur la tombe, un geste simple mais symbolique, puis se redressa et quitta le cimetière sans se retourner. Son dernier arrêt fut la maison de Thomas Leclerc, le bûcheron qui l'avait sauvé. Elle le trouva dans sa modeste demeure à la sortie de la ville, plus âgé maintenant, les cheveux blancs, le dos courbé par des décennies de travail difficile. Quand il ouvrit la porte et la vit, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Mademoiselle, Emmeline, dit-il incrédule, c'est vraiment vous ?» Elle sourit chaleureusement. « Oui, monsieur Leclerc, je suis venu vous remercier. Vous m'avez sauvé la vie il y a 20 ans. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. » Le vieil homme rougit, embarrassé. « Je n'ai fait que mon devoir, mademoiselle. N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, » répondit Emmeline fermement. « Pas tout le monde. Vous avez agi avec compassion et courage. Et je veux vous remercier comme il se doit. » Elle lui tendit une enveloppe épaisse. À l'intérieur, il y avait assez d'argent pour qu'il puisse vivre confortablement ces dernières années sans avoir à travailler. Thomas voulut refuser, mais Emmeline insista. « S'il vous plaît, acceptez. Vous m'avez donné une seconde chance de vivre. Permettez-moi de vous rendre une petite partie de ce que vous m'avez offert. » Le bûcheron, les larmes aux yeux, finit par accepter, serrant la main d'Emmeline avec une force qui trahissait son émotion. Ils parlèrent un moment de la vie, des changements survenus dans la région, et quand Emmeline repartit, elle emportait avec elle un sentiment de légèreté qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Le soir de son départ de Villemont, alors que la diligence l'emportait vers Toulouse, Emmeline regarda par la fenêtre le paysage qui défilait, les champs dorés par le soleil couchant, les arbres qui bordèrent la route. Tout lui paraissait différent maintenant, plus léger, moins menaçant. Elle avait affronté ses démons et était sortie victorieuse, non par la vengeance, mais par la transformation de sa douleur en quelque chose de beau et d'utile. Dans les années qui suivirent, la Fondation Emmeline continua à prospérer et à s'étendre. D'autres établissements furent ouverts dans différentes villes de France, accueillant des centaines d'orphelins. Emmeline ne se maria jamais, consacrant sa vie entière à sa mission. Mais elle ne se sentait pas seule. Elle était entourée des enfants qu'elle aidait, des adultes reconnaissants qu'elle avait formés, et de collaborateurs dévoués qui partageaient sa vision. À 40 ans, Emmeline était devenue une figure emblématique dans le domaine de la protection de l'enfance. Elle avait inspiré des réformes législatives, encouragé d'autres philanthropes à suivre son exemple, et changé la vie de milliers d'enfants. Pourtant, elle restait humble, refusant les honneurs et préférant travailler discrètement. Un soir d'hiver, alors qu'elle était assise dans son bureau à Bordeaux, entourée de lettres et de rapports, elle prit une pause et regarda par la fenêtre. La neige tombait doucement, recouvrant le parc de la Fondation d'un manteau blanc immaculé. Les enfants jouaient dehors, leur rire résonnant dans l'air froid, construisant des bonhommes de neige et se lançant des boules. Elle pensa à la petite fille qu'elle avait été, perdue dans la forêt, terrifiée et seule. Elle pensa à Lou, ce vieux chien fidèle qui l'avait protégée jusqu'au bout. Elle pensa aux Beaumont, ces âmes tourmentées qui avaient failli détruire sa vie, mais qui, sans le vouloir, l'avaient mise sur un chemin de rédemption et de service. Et elle comprit alors quelque chose de fondamental. On ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on choisit comment on y répond. Les Beaumont avaient choisi la lâcheté et la cruauté. Elle avait choisi la compassion et la générosité. Et cette différence, aussi simple soit-elle, avait fait toute la différence. Elle ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une vieille photographie jaunie. C'était la seule image qu'elle possédait de Lou, prise par Maître Rousseau quelques mois avant la mort du chien. L'animal y apparaissait, couché dans un jardin ensoleillé, la langue pendante, les yeux mi-clos, l'air paisible. Elle caressa doucement la photographie.
un sourire nostalgique sur les lèvres. « Tu m'as sauvé, mon vieux loup !» murmura-t-elle. « Tu m'as appris que la loyauté et l'amour existent, même dans les moments les plus sombres. Merci. » Elle rangea la photographie avec précaution, puis se leva et descendit rejoindre les enfants dans le parc. Ils l'accueillirent avec des cris de joie, l'entraînant dans leur jeu, et pendant un instant, Emmeline redevint une enfant, libre et heureuse, sans le poids du passé sur ses épaules. Les années continuèrent à passer. Emmeline vieillit avec grâce. Ses cheveux châtains se mêlant de fils d'argent, son visage se marquant de rides qui témoignaient d'une vie bien vécue. Elle ne ralentit jamais son travail, visitant chaque établissement de sa fondation, rencontrant chaque nouvel orphelin, écoutant chaque histoire avec la même attention qu'elle avait accordée au premier. À 65 ans, elle tomba malade. Les médecins diagnostiquèrent une maladie du cœur, une faiblesse progressive qui ne pouvait être guérie. Emmeline accepta la nouvelle avec le même calme qu'elle avait affronté toutes les épreuves de sa vie. Elle mit ses affaires en ordre, s'assura que la fondation continuerait après elle, nommant un conseil d'administration compétent et dévoué. Un matin de printemps, alors que les cerisiers étaient en fleurs dans le parc de Bordeaux, Emmeline demanda qu'on la porte jusqu'à son fauteuil favori sous le grand chêne. Les enfants vinrent lui rendre visite, un par un, lui tenant la main, lui murmurant des mots d'amour et de gratitude. Elle leur sourit, caressa leurs cheveux, leur dit à quel point elle était fière d'eux. Quand le soleil commença à décliner, peignant le ciel de nuances roses et dorées, Emmeline ferma les yeux. Ses dernières pensées furent pour sa mère Amélie, qu'elle n'avait presque pas connue, mais qui lui avait laissé les moyens de changer le monde. Pour Lou, le vieux chien fidèle qui l'avait protégé quand personne d'autre ne le faisait. Pour tous les enfants qu'elle avait aidés et qui, à leur tour, aideraient d'autres. Elle s'éteignit paisiblement, un léger sourire sur les lèvres, entourée de ceux qu'elle aimait et qui l'aimaient en retour. Ce n'était pas une fin tragique, mais une conclusion apaisée à une vie qui avait triomphé de l'adversité. Les funérailles d'Emmeline furent grandioses. Des centaines de personnes vinrent lui rendre hommage, d'anciens orphelins devenus médecins, professeurs, artisans, parents, tous portant en eux une part de son héritage. Des discours furent prononcés, des larmes versées, des histoires partagées. On ne parlait pas d'elle comme d'une victime, mais comme d'une héroïne, une femme qui avait transformé sa souffrance en lumière pour les autres. Son testament révéla sa volonté finale. L'intégralité de sa fortune devait être versée à la Fondation Emmeline pour perpétuer son travail. Elle avait également demandé qu'une statue soit érigée dans le parc principal de la Fondation, non pas d'elle-même, mais d'un enfant tenant la patte d'un chien. Une plaque au pied de la statue portait une inscription simple, en mémoire de tous les enfants perdus qui ont trouvé leur chemin et des âmes fidèles qui les ont guidés. Que l'amour triomphe toujours de l'abandon. La Fondation Emmeline continua son travail pendant des décennies après sa mort, aidant des générations d'orphelins à trouver leur place dans le monde. Son histoire fut racontée et racontée encore, devenant une légende locale puis nationale. Des livres furent écrits sur elle, des pièces de théâtre créées, et son nom devint synonyme de compassion et de résilience. Dans la petite ville de Villemont, où tout avait commencé, une plaque commémorative fut installée sur la maison où elle avait vécu enfant. Elle rappelait aux passants qu'une petite fille abandonnée dans ses murs était devenue une force de bien dans le monde, prouvant que même les débuts les plus sombres peuvent mener à des fins lumineuses. Et dans la forêt de la Lande Noire, la clairière où Emmeline avait été laissée pour morte devint un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchèrent l'espoir. On disait que si vous vous y asseyiez en silence, vous pouviez entendre le murmure du vent dans les arbres, comme un chant d'encouragement, vous rappelant que la survie est possible, que la guérison est réelle, et que l'amour, sous toutes ses formes, a le pouvoir de transformer même les tragédies les plus profondes en histoires de triomphe. L'histoire d'Emmeline ne fut pas l'histoire d'une enfant abandonnée qui survécut par miracle.
Ce fut l'histoire d'une femme qui refusa de laisser son traumatisme la définir, qui choisit de construire plutôt que de détruire, d'aimer plutôt que de haïr, de donner plutôt que de prendre. Ce fut l'histoire de la rédemption, non pas des Beaumont qui ne la méritaient pas, mais d'elle-même, qui transforma sa douleur en une force capable de changer le monde. Et c'est ainsi que l'enfant de la forêt noire devint une lumière dans les ténèbres, un phare pour tous ceux qui, comme elle, avaient été abandonnés mais refusaient d'abandonner. Son héritage ne fut pas mesuré en argent ou en honneur, mais dans les milliers de vies qu'elle toucha, les milliers d'enfants qui trouvèrent l'amour et la sécurité grâce à sa vision et son courage. Dans le silence de l'histoire, son nom résonne encore, murmuré avec respect et admiration. Emmeline, l'enfant abandonné qui sauva tant d'autres de l'abandon. Emmeline, qui prouva que la fin de notre histoire ne dépend pas de son commencement, mais des choix que nous faisons en chemin. Emmeline, qui montra au monde que même dans les forêts les plus sombres, l'espoir peut survivre, grandir et finalement fleurir en quelque chose de magnifique. Et quelque part, dans un coin paisible du paradis des chiens fidèles, un vieux berger au pelage gris veille encore, attendant patiemment le jour où il reverra la petite fille qu'il a protégée, pour qu'ils puissent enfin courir ensemble dans des prairies sans fin, libres, heureux et en paix pour l'éternité. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.